Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Épisode un peu spécial aujourd'hui avec une première partie consacrée au parcours de Stéphane Quinson et une seconde autour d'une conversation sur le film La Nuit du Chasseur. Je n'en dis pas plus pour le moment et vous laisse en compagnie de l'invité du jour. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Stéphane Quinson, je suis réalisateur, auteur-réalisateur de films documentaires. Je suis né dans les années 60 de parents qui faisaient déjà un peu du cinéma, parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle du banc-titre. C'est la technique qui consiste à filmer les affiches, les dessins animés, tout ce qui est animé, tout ce qui n'est pas réel en fait, et filmé sur des plateaux, des grands plateaux, avec une caméra qui est à la verticale. Avant c'était manuel, on faisait les zooms en remontant la caméra à la main, en la descendant, etc. D'accord. Et puis après c'est devenu un peu automatisé. Mon père était assez spécialisé là-dedans, il avait une société d'animation, et avec ses bancs-titres, il a notamment participé à pas mal de films de Chris Marker, dont il était ami. Il a aussi filmé les Shadocks, par exemple, avec. Donc c'était vraiment, sur ses bancs-titres, il y a pas mal de choses qui ont défilé. Agnès Varda, Jean-Pierre Mocky ont filmé souvent leurs affiches, leurs génériques, leurs trucs. Donc voilà, moi j'étais un peu baigné quand même là-dedans. On était à Paris, il était place Dauphine. La place Dauphine, c'est cette petite presqu'île qui est près de Notre-Dame. Et il était dans l'immeuble où habitait Signoret et Montand. Donc je me souviens qu'il avait marqué Signoret et Montand. Et lui, il fallait descendre en sous-sol. Et dans les sous-sols, il y avait cette espèce de caméra sur pied, comme ça, avec une table à dessin. On aurait dit, voilà, des ergots pour mettre les cellulos et les dessins animés dessus. Donc j'ai vu ça, j'étais assez jeune. Et je me souviens que je me passais les cellulos comme ça pour voir ce que c'était qu'un dessin animé. Mais je devais avoir 10-11 ans, quoi. Alors après, moi, j'étais très mauvais à l'école. J'allais pas à l'école, voilà. À part en français, j'étais plutôt pas mal parce que j'aimais écrire, mais c'est la seule chose. Je me suis retrouvé, en fait, viré de l'école, sans boulot, enfin, avec des boulots à la con. Et là, j'ai commencé à m'intéresser, tu vois, j'étais très intéressé, à ce que faisait mon père, en me disant, tiens, peut-être que, voilà, que j'avais un père qui était assez sévère aussi, c'était un peu difficile d'accès. Et finalement, il m'a pris dans son équipe, avec une recommandation qui était de ne pas jouer au Fils à Papa, sinon je me faisais virer tout de suite. Donc je me tapais tous les tournages. Parce qu'en fait, il faisait de l'animation, du dessin animé, des génériques, il faisait aussi du documentaire, il faisait pas mal de choses, et notamment des documentaires santé pour la télévision à l'époque, Antenne 2 à l'époque. Donc j'ai commencé un peu par opportunisme, parce que j'avais pas autre chose pour m'intéresser. Et un jour, je descends à la cave, et là je vois une énorme table de montage à l'ancienne, 16-35, un truc magnifique. Et là, je suis tombé direct dans le virus du montage, parce que là, j'étais tout seul, personne m'emmerdait. Mon père était beaucoup plus sympa avec moi en bas que sur les tournages. Et très vite, il m'a confié les rênes du montage, et j'ai très vite appris avec lui d'abord, et ensuite avec des grands monteurs. Mais t'étais seul aussi aux commandes du montage? J'étais seul aux commandes avec mon père, j'ai eu cette chance-là, il m'a fait confiance assez vite. C'est vraiment quelque chose que je sentais très fort, donc la logique du montage m'est venue très vite. J'étais très vite chef monteur avec lui en fait, et avec d'autres ensuite. J'ai fait pas mal de boîtes à Paris, beaucoup de boîtes même. Et j'étais même je crois à l'époque, un des plus jeunes chefs monteurs, j'avais 22 ans, et je faisais déjà des séries documentaires pour TF1, ou je sais plus à l'époque. Je travaillais jour et nuit, par contre, une fois que je suis rentré dans la salle de montage, je suis jamais ressorti. Comment tu le définirais, toi, ce langage de montage? D'abord, c'est un langage dans le sens où c'est de l'écriture. C'est-à-dire que j'avais cette chance-là, c'est d'avoir des films qui étaient très mal construits au départ, parce qu'il n'y avait pas le budget, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas machin. Et plus ça allait, d'ailleurs, plus c'était mal construit, parce qu'on se disait, il va se démerder au montage.
Et je devais écrire le film en montage. Et donc c'était une écriture, pour moi c'était une vraie écriture. J'avais pas de stylo, mais je le faisais avec la pellicule. Ensuite j'étais quand même assez cinéphile, enfin je voyais pas mal de films, et j'avais surtout vu et lu beaucoup de choses sur Eisenstein, qui était le grand réalisateur et monteur russe, qui est un peu à l'origine de l'invention de ce qu'est le montage, de ce qu'est l'écriture du montage, qui consiste bêtement à se dire qu'avec 3 plans, on peut parler de choses totalement différentes, on peut avoir des idées, on peut changer totalement le cours d'une idée en changeant les plans de place. Et voilà. Quand je restais le soir, je faisais souvent des tests comme ça. Je prenais des rushs, des trucs, et puis je m'amusais à décrypter différemment les choses. Avec une dizaine de plans, j'essayais d'avoir des infos différentes. Je m'amusais à faire ça déjà. Donc il y a 2 choses, quoi. Il y a le fait d'apprendre le boulot basique, la technique, et il y a aussi le fait de se laisser le luxe d'expérimenter avec les images. Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. On a des outils numériques qui te permettent d'aller de plus en plus vite. Et pourtant, il faut se garder, à mon avis, ce luxe d'avoir du temps pour expérimenter. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi ? Alors moi, c'est très simple, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Plus ça va, d'ailleurs, aujourd'hui, plus les choses vont vite et plus j'ai besoin d'aller lentement. Normalement, en production, on définit un nombre de semaines de montage, généralement à 52 minutes, qui est le format débile de la télé. Et 8 semaines, 10 semaines de montage pour les grands monteurs qui veulent créer. Mais pas du tout, moi, c'est pour ça que je me suis quasiment toujours autoproduit. Si je veux 25 semaines de montage, je les prends. Et si sur ces 25 semaines de montage, il se passe à peu près 15 semaines où il se passe quasiment rien, parce que en fait, j'enregistre les images dans ma tête, je tourne autour du pot, je prends une guitare, je joue, je fais n'importe quoi, mais je regarde. Je pense que c'est quand même de la création, le montage. Et je m'y mets à mi-parcours, je commence à m'y mettre. Et là, le film arrive à la cadence où elle doit arriver, quoi. Évidemment, quand j'ai un TF1, un France 2, un Arte qui vient tous les 3 jours voir au montage si les choses avancent, on se comprend pas et on s'engueule. Et j'ai déjà claqué la porte de France 2 comme ça. Et je serais beaucoup plus riche aujourd'hui si j'avais voulu aller plus vite. Mais je trouve que je saurais pas faire, en fait. Maintenant, il y a quand même, à un moment donné, il faut faire quand même les choses. Pour répondre à ta question, je pense que, en tout cas dans ma manière d'aborder le montage, et peut-être aussi par les gens que j'ai connus, parce que moi je suis un peu entre 2 époques, ces gens-là faisaient, ils n'étaient pas dans la compète, ils n'étaient pas dans le truc, mais les choses se faisaient. Il ne faut pas négliger le temps de création, d'appréhension, de réflexion, de laisser tomber un peu pour revenir dessus après, comme on peut faire en musique et tout. Et moi, j'ai toujours été comme ça, et évidemment, ça vaut... la contrepartie, c'est que j'ai pas un manoir en Sologne, quoi, voilà. J'ai toujours été passionné par la vulgarisation. D'ailleurs, je prévois de faire une grosse série sur la vulgarisation pour expliquer, parce que c'est un mot qui est totalement galvaudé. La vulgarisation nécessite un travail d'une rigueur énorme et en profondeur. Je me fais toujours critiquer par ma compagne en premier lieu, qui travaille aussi dans le montage, qui me dit « mais on dirait que tu passes une thèse à chaque fois que tu veux, voilà ». Et en même temps, je ne vois pas comment je peux déconner sur un sujet, attirer l'intérêt d'enfants ou de gens qui n'ont rien à voir a priori avec ce sujet, sans avoir une maîtrise quand même du truc, tout en conservant une espèce de naïveté par rapport au sujet. Parce qu'il est important aussi d'en parler, de savoir à qui on s'adresse. Et on s'adresse aux gens qui, comme moi, n'y connaissaient rien il y a encore quelques temps. Donc j'essaye d'avoir ce travail-là. Et cet équilibre-là me plaît beaucoup. Et puis l'écriture me plaît, l'écriture de la vulgarisation me plaît. Donc j'ai réalisé quelques films et quelques séries. J'en ai beaucoup monté, d'abord, notamment sur la botanique avec des gens comme Jean-Marie Pelt, qui faisait beaucoup de vulgarisation à la radio, mais qui a aussi fait des films. Depuis, j'ai beaucoup écrit de choses, produit et réalisé une série qui s'appelait La Symphonie Animale. En fait, c'était pour Arte et France 2 à l'époque, mais c'était dans les années 2000. Et c'est une série qui je me suis rendu compte après coup, je l'ai produite, donc j'ai été chercher les financements. Il y avait quand même près de 3 millions d'euros de financement. J'ai été les chercher euro après euro, en international, partout, etc. Et je me suis rendu compte à la fin,
Si la mayonnaise a pris, c'est parce que j'avais mis tous les ingrédients qu'il fallait. Mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi dans ce métier, qui savent ça et qui disent il faut mettre ça, faut tel comédien, faut tel truc, et puis ça va faire un truc qui marche. Moi, je cherchais surtout le mec qui allait faire les bonnes musiques, en l'occurrence quelqu'un qui s'inspirait des sons de la nature, puisque c'était le sujet de la série. Le gars qui faisait du dessin animé, qui venait de produire Persepolis, qui m'a fait ces petites séquences d'animation. Mais le chef-op qui travaillait avec Jacques Perrin sur Le Peuple. Enfin voilà, j'avais tout ce truc-là. J'avais mis tout ça bout à bout pour avoir une série qui effectivement a très très bien marché à la télé. Et voilà. Et ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai retravaillé depuis sur d'autres projets. Et après, j'ai pas mal produit aussi des jeunes réalisateurs. Et puis, en fait, j'alterne. Pendant quelques années, je produis. Après, je réalise, je produis, je réalise. Donc là, je suis plutôt à une phase où j'écris un projet, et toujours de vulgarisation sur les plantes, que je vais réaliser. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Leaning, safe and secure from all alarm. Alors si vous avez vu le film un jour et que depuis, vous l'aviez rangé dans un coin de votre esprit, ce petit extrait aura eu, je pense, le pouvoir évocateur de vous le ramener direct en pleine face. Car c'est maintenant que nous basculons dans la seconde partie de l'émission, celle dédiée à la nuit du chasseur. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, lorsque j'ai rencontré Stéphane, nous nous sommes aperçus que 1. Le cinéma allait être au cœur de l'épisode, 2. Que nous partagions le même respect pour Robert Mitchum, 3. Que La Nuit du Chasseur tenait bonne place dans notre panthéon de films incontournables. Mais La Nuit du Chasseur, qu'est-ce que ça ? Eh bien, avant de laisser la parole à Stéphane, je vous le pitch. Au milieu de la Grande Dépression, un prêcheur, interprété par Mitchum, qui s'avère être en fait un truand tueur à ses heures, débarque dans une petite ville à la recherche d'un butin. Ce qui va l'entraîner à la poursuite de 2 jeunes, très jeunes même, frères et sœurs. On est au milieu des années 50. Mitchum a déjà des grands rôles, mais c'est pas la grande mégastar qu'on a connue après, et qu'il est devenu après ce film, aux États-Unis en tout cas. Ce film, quand il est sorti, a fait un beat total. En France, il a été totalement ignoré. Même des critiques comme François Truffaut ont trouvé le film un peu léger. Ils sont revenus ensuite sur leurs critiques, et ils ont redécritiqué le film pour mieux l'apprécier. Parce que c'est vrai que c'est un film, sur le fond, en tout cas, qui est dans la tradition des récits américains proches de Truman Capote, tous ces films qui sont un peu sur la mystification, sur la religion, les religions, oui, mais pas seulement, enfin, sur cette espèce de moiteur. Je crois que ça se passe au fin fond de la Virginie, donc c'est vraiment très américain. En France, on est très loin de ça, et il a fallu un peu de temps pour comprendre les messages du film, qui sont autres que ce qu'on voit, évidemment. On a un réalisateur qui est Charles Laughton, un type qui n'avait jamais réalisé de film avant. C'est son premier film et son dernier film. Donc c'est l'homme d'un seul film, mais alors qui est quand même classé dans les 10 meilleurs films du monde depuis toujours. Excellent, peut-être un des plus grands acteurs du monde, mais qui n'est pas le mec le plus connu non plus en France à l'époque, quoi. C'est pas James Stewart, Gary Cooper, tout ça. Donc voilà. Et Charles Laughton adapte ce roman, il adapte à sa manière, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est assez loin de ce qu'était le roman au départ, et sa volonté, c'est vraiment de tricoter un conte, pas pour enfants, mais pour dire aux enfants, attention, le mal existe, mais le bien aussi. Voilà, donc les gars, dans la vie, vous pouvez croire que c'est le bien, c'est le mal, vous allez vous perdre, vous allez vous retrouver, vous allez aller vers vous n'allez pas forcément toujours prendre les bons chemins, et vous n'allez pas toujours être bien influencé, mais il peut y avoir au bout du chemin aussi le bien. Bon, c'est très religieux. De toute façon, c'est un film qui est en même temps très religieux et très anti-religion aussi. Donc il a tout et son contraire tout le temps.
sur plein de domaines. Pour moi, c'est ça, c'est un film qui dit pas que la religion, c'est pas bien, mais qui montre qu'il y a autre chose, qui expose différents pans de la psychologie humaine. En fait, c'est ça, ce film. Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away into the sky, into the moon. Dans cette balade, ce que je retiens, d'abord c'est le cauchemar de l'enfant, c'est-à-dire qu'on a quand même cette barque qui met du temps à partir, pendant qu'il y a le monstre qui arrive, qui est quand même prêt à les égorger les deux. Tout ça dans un climat, donc on en parlera après, technique, de l'image, etc., qui contribue aussi à faire peur. Ensuite, il y a, là encore, la barque qui part vers un avenir incertain, mais qui en tout cas échappe pour l'instant aux griffes du mal, et donc le temps redevient cool, et on a cette illustration de ces plans, évidemment, qui sont les plans connus du film, où il y a les animaux au premier plan, qui ne sont pas là non plus par hasard, je pense, c'est-à-dire qu'il y a un aspect très poétique de ces... on passe devant un crapaud, devant, je sais plus, une tortue, deux lapins qui se regardent, pendant ce temps-là, il y a la barque derrière qui passe. Bon, évidemment, on voit ça dans quand même assez peu de films, ou alors c'est Disney, mais donc du coup, c'est peut-être avec un peu moins de profondeur. Là, il y a quand même un sacré truc, et je pense que il y a aussi une symbolique avec ces animaux, la tortue qui est très lente, et donc cette barque qui va très lentement vers peut-être la fin ou peut-être le début d'une histoire, enfin en tout cas, voilà, puisqu'on sait qu'après un certain moment, il y a le cheval blanc aussi, de Mitchum, qui lui est tout en noir, donc le bien et le mal, qui dort jamais, comme dit le petit John, mais il dort jamais, parce qu'il le voit, à un moment donné, ils sont dans une grange, il le voit passer, Mitchum chante « Leaning » avec sa voix « Leaning ». Voilà, pour moi, donc cette partie-là, cette balade-là, c'est un film dans le film. De toute façon, je pense que ça a été conçu un peu comme ça. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. On est avant toute chose dans un conte, et dans un conte dans lequel la musique, l'image, tout le monde prend sa part. D'abord l'image, le noir et blanc, le décor, la nuit, qui est une fausse nuit, mais qui n'est pas une nuit américaine. C'est une nuit étoilée à la Méliès, c'est-à-dire un drap noir avec des trous dedans, et la lumière derrière. C'est ça la nuit du chasseur, avec un chef-op qui est un des plus grands chefs-op de l'époque, qui avait travaillé quand même avec Fritz Lang, Orson Welles, qui avait fait La Splendeur des Anderson, de Wells, qui avait fait Fuller, enfin voilà. Et un type qui travaillait le noir et blanc à une manière qui disait à l'automne laisse-moi travailler. Quand l'automne lui demandait ce qu'il faisait, il disait ça te regarde pas, c'est mon problème, c'est pas le tien. Et l'automne revenait en disant je peux quand même regarder pendant que tu travailles parce que ça me donne des idées. Oui, tu peux regarder, mais tu te tais. Voilà, c'était vraiment ça. Le mec était mieux payé que l'automne. Ça, je l'ai lu récemment dans un article que j'avais vu sur ce film. C'est peut-être ce qui nous a conduit peut-être à en parler la dernière fois, mais il était encore mieux payé parce que c'était c'était le chef-op par excellence. Et moi, mon anecdote personnelle par rapport à ce film, c'est que c'est le film qui m'a fait prendre conscience que le noir et blanc était un choix artistique. C'est-à-dire, j'en avais vu d'autres des films avant de connaître ce film, j'en avais vu plein, j'avais vu des dessins animés, j'avais vu des films en noir et blanc, beaucoup. Mes parents avaient une télé en noir et blanc, donc tout ce que je voyais était en noir et blanc. La seule chose que j'ai vue en couleur, c'est les Aristochats au cinéma, mais dans les années 60. Pour moi, le noir et blanc, c'était plus un problème technique qu'un problème artistique. C'était la télé qui était en noir et blanc, quoi. Voilà. Et puis ma grand-mère avait une télé en couleur, magnifique, avec des couleurs qui bavaient sur les émissions que moi je connaissais qu'en noir et blanc. C'est incroyable de voir la couleur, là je découvrais. Et là, chez ma grand-mère, je vois un film en noir et blanc. Et je lui dis, mais c'est pas possible, mais la couleur, je suis jamais... tu vois, pour une fois que je peux voir la couleur, elle dit, non, il n'y a pas la couleur. Et donc j'ai découvert La Nuit du Chasseur,
chez ma grand-mère. Ma grand-mère s'est fait engueuler après par mes parents parce que c'était peut-être un peu tôt pour moi pour le voir. Balade surtout m'avait marqué. Je pense que les enfants retiennent surtout cette partie-là. Et voilà, donc pour moi, c'était le film qui m'a fait prendre conscience que le noir et blanc existait en expression artistique, qui participe complètement aux symboles que l'automne veut mettre en avant dans le film, qui sont la guerre des deux pans de la religion, enfin tous les symboles qu'on peut trouver à travers effectivement les animaux, la nature, la cadence, la femme aussi, qui est une femme totalement soumise, et d'ailleurs, c'est le même genre de femme qu'on retrouve dans le Lolita de Kubrick, où le mec vient séduire l'épouse pour avoir la fille. C'est un peu la même chose, là. Il vient séduire pour avoir les enfants. On est un peu dans ces rôles-là. Et c'est la même chez les Winters, d'ailleurs, qui jouent. C'est pour ça que je fais ce parallèle. C'est la même personne, la pauvre, qui joue cette espèce de femme totalement soumise, qui, au moment où Mitchum va la tuer, elle est d'accord, elle se met dans le lit. Il y a une espèce de triangle. La chambre est en triangle, comme ça. Et puis Mitchum va la poignarder, un truc comme ça. Mais après, on la découvre sous l'eau, et c'est un plan qui m'avait marqué aussi, qui est assez frappant, mais voilà. Donc, voilà. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won, and old left hand hate is down for the count. Il y a aussi quelque chose qui est très important et que je relis, moi, par rapport au métier que je trouve le plus beau du monde, c'est-à-dire le montage. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce film, et particulièrement dans cette partie-là du milieu du film, c'est que on est sur un montage hyper chiadé, hyper précis, avec quand même quelques ellipses, quelques plans alternés, etc. Mais qui, quand même, si on regarde le film de A à Z, c'est un film qui est monté dans l'ordre chronologique de son histoire. On avance vraiment chronologiquement dans l'ordre de l'histoire, et c'est peut-être parce que c'est un conte aussi. Ce paradoxe-là entre un montage finalement très linéaire et qui pourrait être très basique, mais qui montre que même un montage linéaire basique se fait au quart de poil et se coupe au quart de poil. Et il y a effectivement la longueur des plans, la lenteur des plans au milieu du film. Et ensuite, les plans beaucoup plus rapides, au début déjà et à la fin, quand enfin il va y avoir la délivrance avec cette dame, jouée par Lillian Gish, qui était une grande, très grande actrice du début du siècle. Et la musique. Anecdote qui est exceptionnelle aussi sur la musique, c'est que, pareil, l'automne, un jour, dit à son chef-op, tu fais quoi? Et l'autre l'envoie chier, puis après il insiste, et il dit, écoute, tu as l'air de chanter, de ça. Il dit, oui, j'imagine une musique, en fait, j'imagine une valse. Et en éclairant la scène, il est en train de se imaginer de chanter une valse dans sa tête. Et là, l'automne, au lieu de se vexer, c'est là où c'est un grand génie, c'est qu'il ne s'est jamais vexé, il prend tout ce qu'il peut prendre. C'est un réalisateur débutant en même temps, mais avec un talent, un génie. Appelle son musicien, qui je crois s'appelle Schumann, ou Schubert, mais je crois que c'est Schumann. Appelle son musicien, lui ordonne de venir sur le tournage et lui demande de regarder son chef-op travailler en lui disant, tu vas t'inspirer pour ta musique de la manière de travailler je crois qu'il s'appelle Torres, le chef opérateur, Stanley Torres, oui, je crois que c'est ça. Tu vas faire musicalement ce que lui est en train de faire techniquement. Et c'est exactement comme ça que la musique a été composée, sous l'influence du travail du chef-op, le musicien a finalisé sa musique. Notamment le thème principal, qui est un thème très connu, que je ne te chanterai pas, parce que je ne l'ai pas en tête. Why do we have to hide, John? Children. Where's Mom? Pour conclure, si tu mets bout à bout le roman qui était un succès, le réalisateur qui est un pur talent et c'est son seul et unique film, et ça j'adore ça parce que ça me donne de l'espoir, le musicien, le chef-op, l'expressionnisme, les acteurs, les jeux, le Lillian Gish, le récit, enfin tout, l'ambiance, tous les années 50, tout y est quoi. C'est quand même un film, voilà. C'est une somme impressionnante. Une somme impressionnante qui rivalise avec les Wells et tout ça, donc c'est un grand film qui je pense quand même. Alors là, je me trompe peut-être. Je pense que c'est un film qui ferme une période
et qui en ouvre une autre. Voilà. Le noir et blanc est choisi aussi, à mon avis, dans cet esprit-là, de dire le noir et blanc n'est pas un vieux procédé. C'est un procédé, en fait, on peut maintenant artistiquement faire quelque chose de très intéressant. Comme aujourd'hui, voilà, je sais pas, la radio. Exactement, c'est exactement la même chose. Voilà. Merci. Bonsoir. Bon, au revoir. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Alors, où voir La Nuit du Chasseur ? En DVD, en streaming, au cinéma ? Oui, mais quand pourrons-nous retourner au cinéma ? Tant de questions, si peu de réponses. En tout cas, on espère que ça vous aura donné envie de voir ou revoir ce film, car c'était vraiment le but en fait. Merci à Stéphane et à Robert Mitchum. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indy Grande. Et puis aussi Walter Schumann. Si vous voulez réécouter cette émission, écouter les portraits précédents, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur la route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.